Bonjour à tous, bienvenue au stade Pierre de Coubertin à Paris pour la 6e épreuve de Coupe du Monde à l'épée masculine de la saison. L'épreuve française, avant ça s'appelait le Challenge Monal. Brice Guyard, bonjour. Merci de nous accompagner encore une fois sur les antennes de France Télévisions pour commenter, nous expliquer l'escrime. Alors c'est une étape importante car nous sommes à 2 ans presque jour pour jour des Jeux Olympiques de Tokyo et c'est le bon moment pour prendre le pouls de l'escrime française, en particulier le pouls de l'escrime international en général. Nous allons voir tirer les meilleurs escrimeurs, les meilleurs épéistes de la planète cet après-midi ici à Paris, Brice. Oui, tout à fait. Et même si on est en plein milieu d'Olympiade, en tout cas c'est le record absolu sur le tournoi, plus de 320 tireurs. C'est l'épreuve de Coupe du Monde à l'épée la plus difficile à remporter et celle que les tireurs cherchent à gagner une fois dans leur vie. Et puis 2 ans avant, c'est aussi le moyen de commencer à faire sortir des jeunes potentiels qui peuvent préparer Tokyo, qui peuvent venir s'insérer dans ces équipes de cadres chez les Français et pointer le bout de leur nez. Alors malheureusement aujourd'hui les Français ne font pas partie des meilleurs escrimeurs du monde. Ils ne sont pas dans les demi-finales que nous allons vous présenter cet après-midi. Ensuite vous verrez la finale bien sûr. Alors il y a des escrimeurs que l'on connaît. Je pense notamment à Bogdan Nikishin ou Nikolai Novojolov, l'estonien, un ukrainien, un estonien. Et puis il y a la surprise. Vous venez de le voir apparaître, il est là, c'est le coréen Park Kyung-do. Rien à voir avec le Park qui a été champion olympique à Rio au Brésil il y a 2 ans. C'est un autre Park et il a réussi des petites merveilles. Et puis alors ce tireur-là aussi, là, c'est un tireur expérimenté comme on dit, Brice, il est là depuis quelques années. L'Ukrainien Nikishin, pas forcément très spectaculaire mais toujours efficace et a priori c'est lui qui sera le favori cet après-midi. Nikishin et Novojolov côté Estonie, c'est 2 gros tireurs, 2 habitués en tout cas cette saison des podiums et des victoires en Coupe du Monde. Après concernant le coréen Park, un petit peu nouveau dans la hiérarchie mais il est quand même dans les 16 premiers mondiaux, donc il a sa carte à jouer. Et puis le néerlandais toujours passe pas loin, Verwielen qui est pas dans les 16 premiers mondiaux, qui est pas tête de série mais qui est toujours là pour un petit peu semer le trouble avec une escrime, vous le verrez, très défensive et difficile à déjouer. Alors un petit mot sur le public qui est venu en nombre aujourd'hui ici au stade Pierre de Coubertin. C'est quasiment complet pour voir les meilleurs escrimeurs de la planète. L'escrime est un sport populaire, l'escrime reste le sport le plus, le plus riche en médailles olympiques pour la France et les spectateurs ne s'y sont pas trompés et ils sont venus voir du beau spectacle à n'en pas douter. Tiens Brice, avant que ça commence, on va juste rappeler quelques règles de l'épée pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne seraient pas forcément rodés à l'escrime. L'épée, c'est une arme où l'on peut toucher partout, de la tête aux pieds, voilà, quelle que soit la surface, il n'y a pas de règle. Je vous en prie Brice, ça n'est pas du fleuret, vous étiez fleurettiste, mais il y a quand même quelques règles à l'épée, on peut toucher partout, de la tête aux pieds avec la pointe, c'est assez simple en fait. Vous allez voir des lampes s'allumer, celui qui allume sa lampe marque la touche et le premier à 15 touches, 15 points est qualifié pour la finale. Exactement, en 3 tiers-temps de 3 minutes. Voilà, première demi-finale entre le néerlandais Verwielen et l'estonien Nikolai Novojolov. Allez, une première action là, une attaque de l'estonien Novojolov, ça touche, une seule lampe. Allez, je suis curieux de voir comment Novojolov, c'est un tireur qui sait faire beaucoup de choses, qui peut être très offensif. Verwielen, en revanche, à droite, beaucoup plus défensif, beaucoup plus contreur. On l'a vu notamment Verwielen éliminer notre dernier Français en lice. C'était Daniel Géron tout à l'heure. À la mort subite, ça ne s'est pas joué à grand chose. En tout cas, il est dans une bonne journée, Verwielen. Et il revient à une touche partout. Et Novojolov à gauche, juste
Il a été deux fois champion du monde et dernièrement vice-champion du monde en 2017. C'était à Leipzig en Allemagne. C'est quand même l'homme fort du moment. Il a enchaîné ses 6 premières Coupes du Monde de la saison, à chaque fois quasiment en montant sur le podium. Vraiment très fort. Et Verwielen, c'est un peu le Néerlandais qu'on n'aime pas prendre dans le tableau. Il est toujours là, il a un jeu. Vraiment, c'est difficile de s'en sortir. Beaucoup de contres, ça ferme. Novojolov qui a mis tout de même 15-3 en quart de finale au Coréen Young. Allez, 2 partout pour l'instant. 3-2 pardon, ça se passe plutôt en milieu de piste. Et Novojolov qui 37 ans je crois maintenant. Donc c'est... Voilà. Belle attaque composée, vous avez vu, il a pris le fer du Néerlandais qui n'a pas pu parer et il touche au corps. Allez, 2 touches d'avance, on dit qu'il a fait le break. Novojolov, il va peut-être pouvoir se permettre de forcer le Néerlandais à attaquer, à prendre des risques. Et le contrer. Et essayer de le contrer. Mais Verwielen, voilà, il reste sur sa position, toujours à sautiller comme ça sur son faux rythme. Il reste tôt derrière. Novojolov ne recule pas, hein. Il met la pression, il ne va pas forcément attaquer. En revanche, il maintient le pressing et il attend le Néerlandais pour le contrer, même si là... alors je ne sais pas s'il est passé. Il est passé juste au-dessus de l'épaule. Ouais. Voilà. Il a raté la cible en fait. Et du coup c'est le Néerlandais qui revient à 4 touches à 3, une longueur. Mais ouais, Novojolov, il sait tout faire. C'est vraiment un tireur ultra complet sur le circuit. C'est très agréable de le voir tirer. À 37 ans, ça reste un jeu hyper fluide, technique, aérien. C'est de la grande épée. Allez, toujours un Novojolov qui propose le jeu. C'est lui qui met le pressing sur son adversaire et qui met cette petite touche à portée sur l'avant-bras, sur la saignée, on dit, dans le jargon de l'escrime et de l'épée. Sur l'allongement du bras du Néerlandais, Novojolov a réussi à trouver cette cible mouvante pour toucher seul. Attention le piège et la bonne reprise là de Novojolov, c'est beau. Verwielen pensait avoir touché. Il teste. C'est un petit peu arrêté, j'ai l'impression. Ah, il pensait avoir touché clairement, ouais. Et Novojolov, lui, est dans le combat. En tout cas, il n'a pas réussi en reculant à se mettre en sécurité. Et Novojolov vient de lui faire signe. Il a une grosse amplitude quand même, Novojolov. Hallucinant. À 37 ans d'avoir... Je ne sais pas combien il mesure, mais il envoie dans ses fentes. Assez puissant. Allez, 6-3, je pense que ça va s'arrêter là. Il reste 5 secondes maintenant sur le premier tir-temps. Il en a tenté une quand même, bien joué. Ah, s'il pouvait rentrer à la pause avec 4 touches d'avance. Non, on en reste à ces touches à 3. 1 minute de repos, 1 minute pour aller prendre conseil auprès des coachs, des entraîneurs. Alors là, Brice, ou même des tireurs. Hein, que va dire l'entraîneur néerlandais à Bas Verwielen? Il semble sans solution. Hein. C'est un petit peu Novojolov qui a fait la totalité de la première manche. Hein. Il a porté les touches, il a mis les touches qu'il devait mettre et il a un peu concédé certaines en passant, en ratant sur sa cible. Verwielen sait que Novojolov, techniquement, physiquement, est au-dessus. Il le sait très bien. Donc, le seul moyen, c'est de le faire déjouer. Ce serait potentiellement de réussir à effectuer des parades, ripostes de contre pour bloquer les attaques et la pénétration de pointe de Novojolov pour le gêner et lui mettre le doute. Je pense que ce serait déjà une première étape. Parce que Verwielen, il défend très bien et il sait faire des parades et des ripostes. Donc la parade, c'est vraiment en écartant la lame, le fer de son adversaire en tapant dessus. Verwielen sait le faire très vite.
Et quand on commence pour un attaquant à être plusieurs fois paré, ça met le doute et on retient un peu ses coups. Allez, c'est reparti, deuxième période. Mais quelle présence là de Novojolov. Novojolov à gauche de la piste. Hein. Voilà, il a et remise. C'est encore lui qui marque la touche. Cette touche à 3, là ça devient très compliqué pour Vermeulen. Et Vermeulen avait fait l'effort, hein. C'est lui qui trouve la parade et il n'arrive pas à riposter. Mais Novojolov est au auto-contact pour remiser. Ah, mais dès qu'il tombe dans le fer de l'Estonien, il n'arrive plus à s'en dépêtrer. Allez, cette fois-ci là, c'est Vermeulen qui s'en sort sur les échanges au corps à corps. C'est peut-être là la solution de casser la distance et de se rapprocher de sa cible. Ouais, je pense parce que en tout cas Novojolov à grande distance, on le voit, hein, c'est un félin, il est très aérien, sa pointe ne s'arrête jamais, ça progresse toujours vers la cible. Pas une attaque encore hein, du Néerlandais. Il reste sur ce qu'il sait faire. Là aussi, tactiquement aussi, c'est bien construit. Il s'en tient à son jeu. Novojolov, lui, a plus de possibilités. Oh là. Ils se sont ratés. Ils ont raté au moins 2 fois chacun. Et c'est finalement Novojolov qui porte la touche. Là ça passe, là ça touche. Et ça fait 8-4. Voilà, magnifique. Il est tombé dans la parade de Novojolov. Et Nathanaël, je peux vous dire, ça fait mal ça, parce que la parade était très forte, Seconde, mais la riposte aussi. Et la riposte directe. La riposte, elle a fait Il y a mal. quelques kilos qui ont dû passer dans la lame. Alors quand je dis que ça fait mal, hein, c'est plus moralement quand même, parce que prendre une défense comme celle-là, déjà qu'il attaquait pas beaucoup, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et là ça devient plus facile hein, pour Novojolov. Il laisse venir son adversaire. Il attend qu'il se découvre. En plus j'ai l'impression que Vermeulen est émoussé. Hein. Il a moins d'intensité dans ses attaques. Il ne sait pas attaquer directement. Tout ce qu'il fait, même vers l'avant, ça va être pour déclencher une action de son adversaire. Ah, bien défendu. Bien défendu parce que là, à la fois la retraite, la petite retraite et retrait du buste du Néerlandais pour faire la parade et riposter. Et donc on voit que de loin... Enfin, en termes de tactique, c'est quand même pas très bien joué de la part de Novojolov de prendre un risque, même s'il a 5 touches d'avance. Voilà, il sait que l'autre ne peut lui mettre des touches que de cette manière. Il lui amène sur un plateau la 6e. Hein. Et du coup, ça fait 4 longueurs de retard et tout reste possible. Clairement, après c'est vraiment dans sa nature. Bon là il l'a prise, il ne le refera plus Novojolov, mais c'est dans sa nature. C'est un joueur, c'est un attaquant. Voilà, il est parti au petit bonheur la chance. Une flèche, le bras raccourci, sans conviction, aucune chance de la toucher. Il n'a pas le tempo d'attaquant Vermeulen. Je suis même pas sûr que Novojolov ait eu besoin d'allonger le bras pour porter cette touche. Un petit peu. À peine. Non, mais il avait le bras derrière les oreilles, comme on dit. Allez, 11-6. Il est à 4 touches de la finale, Novojolov. Allez, il reste 30 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Et ça peut se finir avant. Il s'en sort bien encore Vermeulen là. En se baissant, il esquive la pointe de son adversaire pour toucher seul. Mais c'est encore Novojolov qui avait l'ascendant sur cette action. Ça paye pas. Allez. Pas tenter de finir trop vite non plus pour l'Estonien face à un contreur comme Vermeulen. Donc on va aller dans le troisième tiers-temps pour finir cette rencontre. Attention, ça peut partir quand même en quelques secondes. Ah, il a hésité, non. Fin du deuxième tiers-temps.
11 touches à 7. Toujours 11 touches à 7. Alors là, Vervillene s'en veut un peu parce qu'il fait la parade, vous le voyez, il riposte, ça touche. Mais je crois que c'était après ouais, la fin du temps. Donc pas de lampe qui s'allume, mais regardez. Ouais, il aurait pu se t'apprendre aussi. Hein. Nikolai Novojolov qui mène toujours 11 touches à 7 face à Bas Vervillene, le néerlandais. 2 tireurs à 1m90. Vervillene qui avait tout de même décroché une médaille d'argent au championnat du monde en individuel en 2011 à Catane et il avait été médaillé de bronze à Leipzig, c'était en 2005. Leipzig, une grande année pour les 2005, une grande année pour les escrimeurs français qui avaient cartonné. Un peu moins de réussite aujourd'hui. On vous donnera leurs résultats tout à l'heure. Et on va suivre pour l'instant le dernier tiers-temps de cette demi-finale. Nikolai Novojolov mène 11 touches à 7 face à Bas Vervillene. L'Estonien est à gauche de la piste, le Néerlandais à droite. Et depuis 2012, ils se sont rencontrés 3 fois et 2 fois Novojolov l'a emporté. Et au vu là de toute façon de l'escrime proposé, petite touche là sous les doigts. Et ça fait 11 à 8, 3 touches de retard. Et c'est pas facile de venir chercher cette touche là parce qu'on est bien protégé à l'épée avec la grande garde, la grosse coquille qui protège la main. Oh là, il s'est un petit peu emballé Vervillene. Il a tenté de voir si Novojolov était déstabilisé par cette touche. La réponse est non. Ah ouais, là, il a fait un énorme mouvement de main et de buste vers l'avant. Le signal était trop fort. Et Novojolov avait juste à allonger son bras, pas trop bouger, allonger son bras. Allez, ça touche seul là pour l'Estonien. 13-8. Messieurs, on garde. Prêt? Allez, encore 2 touches pour Nikolai Novojolov pour atteindre la finale du Challenge SNCF Réseau. 6e épreuve de Coupe du Monde de la saison. Oui, on approche de la fin des épreuves de Coupe du Monde qui laisseront place à un championnat d'Europe. Et encore une fois, une petite touche à la manchette. Tout en finesse. Ouais, parce que il est bien en ligne. Il lève un peu la main, on l'a vu, là il fait un mouvement vers le haut. Ça découvre le dessous de sa main. Bien saisi de la part du Néerlandais. Et Novojolov qui n'a pas peur non plus de se rapprocher. Il n'a pas peur non plus de venir proche là de Vervillene. Justement pour éviter de se lancer de loin comme tout à l'heure. Et encore une fois, il se lance de loin, mais Novojolov est un peu de retard à l'allumage. Il ne sait pas trop s'il doit reculer, s'il doit avancer, s'il doit contrer, parer. Et il se la prend. Et ça fait 13-10 maintenant. C'est parti vite là de la part de Vervillene. 2 touches de rang. Ah, si le Néerlandais arrive à inscrire la 11e, ça peut déstabiliser l'Estonien. Attention là, voilà. Novojolov il se fait aspirer. Il n'a pas à faire le jeu là en milieu de piste de loin. C'est 2 fois qu'il se fait avoir comme ça. Ça fait 2 fois et ça fait 13-11, 2 touches de retard. Il reste 54 secondes, tout est possible.
Allez. excès de confiance là, de la part de l'Estonien. Je pense que là, vraiment, il faut... Ouais, il s'est peut-être déjà vu en finale aussi. Et il s'est laissé endormir par Vervilen. Et là, il faut laisser Vervilen attaquer, quoi. C'est clairement... Voilà, et là, il va tout bloquer. Allez. Alors, par contre, il va falloir que le Néerlandais prenne quelques risques. Hein. Il reste 35 secondes. Ah ouais, là, à nouveau, Parce qu'il n'y a là, pas de match retour. Hein. 30 Voilà. secondes, 2 Là, touches à mettre. très bien ce que fait Novojolov. Il est en Il milieu de bouge piste, pas, ok, il est en mais milieu il de bouge pas. piste. Et Vervilen, il va être Il a- obligé de déclencher une compris. attaque. Il a compris. Oh. Oui, il a compris, j'allais vous dire, il a compris que c'était la dernière manche. Et ben ça fait 13-12. Ah, je voyais pas les choses comme ça, Nathanaël. Ah ben je pense que Novojolov non plus, mais par contre, ça ne dérange absolument pas Vervilen. Et là, ça doit cogiter dans la tête de Novojolov. Il allume plus sa lampe. Allez. Ça fait 4-5 touches, il voit pas Ça la fait couleur de sa 5 lampe. touches de rang. Il menait 13-8. Il ne mène plus que 13-12. Il reste 10 secondes. Incroyable, si Vervilen Ah, le la fait. parade riposte qui est restée un petit peu loin de la cible. Et là, il faut attaquer, il Allez, faut prendre un risque. 3 défendre, là, secondes voilà. Et 14. voilà. à 12. Bien sûr, monsieur Novojolov, il faut défendre dans ces cas-là. Vous êtes fort en défense, servez-vous-en. Plutôt que de rester en milieu de piste. Il se fait peur tout seul. Ah, il y a une petite émotion dans cette demi-finale. Voilà, là c'est terminé par contre. 3 secondes de touche, c'est pas possible. Voilà. Et ça fait double. Et ça fait une victoire et une qualification pour Nikolai Novojolov. 15 touches à 13 aux dépens de Bas Vervilen. Novojolov, premier qualifié pour la finale du challenge SNCF Réseau. Bon, c'est une victoire logique, mais il s'est fait peur. Hein. Il s'en veut, Novojolov. Vervilen, il est content de son match. Clairement. Ah ben, il a fait une bonne journée, hein. Il a battu un des Français ici à Coubertin. Il atteint les demi-finales. À n'en pas douter, c'est une bonne journée. Allez, ça va enchaîner, hein, évidemment, sur la deuxième demi-finale. Alors, deuxième demi-finale entre l'Ukrainien Bogdan Nikishin, pardon, Numéro 2 mondial. numéro 2 mondial. Et la surprise de ce tournoi, le Coréen Park Kyung-do. Ah, c'est un match d'ancien quand même, parce que le Park, il a 33 ans. Bon, il est dans le top 16, hein, il est 13e mondial. Non mais c'est vrai que tout le monde attendait le champion Park olympique. Sang-young, le champion olympique. Et on a un autre Park ici à Coubertin. L'épée coréenne est L'équipe pleine de coréenne ressources. qui reste aujourd'hui la référence de l'épée mondiale. Ils sont 3 dans les 16 premiers mondiaux. Ils sont numéro 1 mondial par équipe. Non mais Brice, on vous aurait dit ça il y a 20 ans, vous l'auriez pas cru. Et je les ai vus monter au fur et à mesure dans toutes les armes. Au fleuret, la Corée a toujours été très forte. Et à l'épée, ils se sont effectivement bien développés. Et même maintenant, et dans la perspective de Tokyo 2020, les Japonais aussi. Il y a 2 Japonais dans les 16 premiers mondiaux à l'épée. C'était impensable il y a de ça 4-5 ans. Et les Chinois. Mais c'est vrai que les Coréens, depuis l'organisation des championnats du monde en 1999, si ma mémoire est bonne, n'ont cessé de progresser, d'apprendre et à la fin de gagner. Voilà, ils sont aujourd'hui la référence, en tout cas dans l'épée masculine. Clairement, il y a beaucoup d'heures d'entraînement. Ils s'entraînent quand même plus que nous. Après, ils dédient leur journée à l'escrime. C'est des véritables professionnels. Du classement FIE, vice-champion du monde 2014, vainqueur de la Coupe du monde 2017. Allez, on les attend là avec impatience. Ces 2 demi-finalistes. Voilà, Kyung-do Park, vice-champion du monde
en 2014. Opposant en demi-finale au deuxième du classement FIE, champion du monde par équipe 2015, troisième au championnat d'Europe 2016, l'Ukrainien Bogdan Nikishin. Qui a gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Face à lui, Bogdan Nikishin. Rappel des arbitres de cette deuxième demi-finale, Nabil Riyad, Maroc, aux côtés de Giuliano Ranza, Italie. Nikishin, il a 6 victoires en Coupe du Monde et Grand Prix. Pareil, 37 ans, hyper expérimenté, même âge que Novojolov. Et toujours dans les meilleurs mondiaux, à la deuxième place. Grand gabarit aussi. Brice, pourquoi est-ce qu'on a des tireurs peut-être un petit peu plus âgés que dans d'autres sports? On a vu deux demi-finales avec 2 tireurs de 37 ans, un autre de 34 ans. Bon, c'est jeune, hein, bien sûr, mais au regard de certains sports, c'est quand même un petit peu plus âgé. Je me souviens aux Jeux Olympiques, le vice-champion olympique avait 45 ans. C'est vrai qu'à l'épée, c'est une arme plutôt de maturité. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'expérience pour réussir à gagner ces matchs qui se finissent souvent à une touche, à la mort subite. Je dirais que dans les autres armes, au fleuret et au sabre, des armes plus offensives où finalement l'attaque paye plus, ouais. il faut peut-être plus de fraîcheur, plus de fougue, plus d'insouciance, plus de créativité. Sur l'épée, on va vraiment être sur une gestion très stratégique, très tactique du temps et des touches. Et je pense que ça demande un petit peu d'expérience avant de se laisser absorber ou aspirer par le jeu de l'adversaire. À l'épée, il faut toujours réussir à imposer son jeu calmement, sans se précipiter. Et effectivement, c'est une arme de maturité, et notamment chez les garçons. Allez, là, on va pouvoir apprécier, en tout cas, du côté coréen avec Park. Vous allez voir l'explosivité, la rapidité. Ouais, il reste pas en place. Hein. C'est souvent le jeu d'ailleurs des Coréens. Un centre de gravité plus bas, du coup beaucoup plus de mobilité sur la piste. Ils savent utiliser les allers-retours. Il est explosif. Park est à droite de la piste. Nikishin, l'Ukrainien, est à gauche. 15 touches pour atteindre la finale et rejoindre Novojolov. Alors, le Coréen Park a décidé de ne pas faire de jeu. Très bien fléchi, c'est très académique. Il défend. Attaque de l'Ukrainien, prise de fer de l'Ukrainien de Park, le Coréen qui est resté bloqué. Il n'a jamais trouvé la cible. Il n'a pas pu porter sa riposte. Et je crois que le Coréen devait considérer que l'Ukrainien avait touché par terre ou après l'avoir dépassé. Il a demandé la vidéo et l'arbitre a tout de même validé la touche. Première touche donc de cette demi-finale portée par l'Ukrainien Nikishin. Du coup, Park change de stratégie. Elle est tout de suite beaucoup plus mobile sur la piste. Allez, double là. L'Ukrainien tente de le surprendre. Chacun touche. 2 touches à 1 pour Nikishin. J'aimerais bien voir Park mettre un peu plus de rythme quand même. Voilà. Là, c'est déjà plus créatif. Il cherche à le toucher à l'avant-bras. Il a essayé d'aller au pied. Départ en flèche de l'Ukrainien. Il se fait contrer, mais il avait un peu d'avance et un peu plus d'allonge. Donc il marque quand même la touche. Double. 3 touches à 2. C'est difficile pour Park là, la différence de taille et d'allonge, elle se fait sentir. Et parce que Nikishin, il est grand, mais il est aussi très, très habile et très rapide.
Voilà, magnifique. Il a fait Frappe au pied. mine d'aller chercher une cible en bas, la cuisse, sans doute. Et il est monté au buste. Ah, il a fixé. Une belle feinte. Il l'a bien fixé. Il est resté bloqué, Nikishin, là, en descendant une parade. Ah, il n'a pas su quoi faire. Techniquement très bien amené. C'est une touche d'école, ça c'est les touches qu'on répète avec son maître d'armes à la leçon. Quand ça paye en compète, c'est beau. Et elle a bien défendu de la part de l'Ukrainien. Ah, et là, la différence d'allonge, elle se voit. Hein, parce que Nikishin, il est parti d'un peu trop loin. Et c'est important parce que c'est des touches faciles pour l'Ukrainien. Alors que le Coréen, lui, est obligé de construire, Ah, c'est clair, il ne peut pas se lancer comme d'avancer, Nikishin. Hein. de prendre la mesure. Allez, halte parce que... Il est sorti de la piste, donc il doit reculer. Attention à ne pas sortir de la zone bleutée avec les deux pieds, sinon il sera touché, l'Ukrainien. Là, il ne peut plus reculer, il va devoir réagir. Allez, là c'était un jeu de bras de fer entre les deux escrimeurs, ils étaient tous les deux au contact. Et finalement c'est Park là qui a remporté ce jeu, ce combat pour riposter au final. Voilà, fin de ce premier tiers-temps. Et un léger avantage peut-être sur l'expérience et sur le physique à Bogdan Nikishin, l'Ukrainien. Park Kyung-do a eu du mal à rentrer dans cette demi-finale. En revanche, il a montré des belles choses, il s'est montré offensif. Et il a surtout vu qu'en construisant, il arrivait à tromper son adversaire. Ça va peut-être lui donner l'envie d'être un petit peu plus offensif. Oui, clairement, en tout cas, il peut se permettre d'aller... il faut qu'il aille au contact avec Nikishin, il faut qu'il se rapproche. De loin, Nikishin sera plus fort. On l'a vu, Nikishin peut se lancer de loin et ça surprend à chaque fois le Coréen. Un gros effort à la fois mental là, et physique de la part du Coréen à effectuer parce que c'est se mettre en danger forcément de se rapprocher sur un pressing offensif, mais il n'a pas le choix. Park. Quoi qu'il en soit, hein, entre les deux, ça promet une belle finale contre Novojolov, c'est sûr. Là, on est vraiment sur du très haut niveau à l'épée. Il n'y a pas de touche donnée, tout est construit, tout est décidé. Chacun a un schéma tactique en tête là. Park s'est lancé là, d'un peu trop loin selon moi. Voilà, c'est plus ce travail là pour Park. Se rapprocher. Il peut se rapprocher encore un petit peu plus. Trop loin. Il est bien fait. Alors, est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il avait un pied à l'extérieur? Trop loin. Et Novojolov a réussi finalement à défendre juste avec le corps, juste avec le buste en reculant. Mais je me demande si au moment où il touche, il n'est pas juste sur le talon de sa ligne de fond. Ouais. Alors c'est une surface, hein. C'est un volume la piste. Donc s'il a le haut du pied, les doigts de pied au-dessus de la ligne, il est toujours sur la piste. Et il en profite pour prendre 2 touches d'avance. Allez, Park là, il essaye d'emballer un petit peu le match. Attention, ça défend. Et ça fait 2 fois que le Coréen pousse l'Ukrainien dans ses derniers retranchements. Et à chaque fois, l'Ukrainien s'en sort bien. C'est rare de voir autant d'échanges de ce qu'on appelle de contre-riposte. C'est de la parade-riposte, de la contre-riposte de chaque côté à l'épée. C'est souvent des actions de fleuret. Et donc on voit 2 grands techniciens là. Ils aiment bien discuter avec leurs armes. Et il a tenté de surprendre. Alors là, par contre, pas de touche est inscrite par l'Ukrainien, mais il n'était plus sur la piste. Voilà. Et étant donné que c'est l'Ukrainien qui attaque et qui sort de piste, lui, il n'a pas le droit à sa remise. En revanche, si le Coréen avait touché, ça aurait été valable parce qu'il était
en mode défensif. Il avait le droit à sa remise. Allez, Park, une petite là pour accrocher. Allez. Surtout pas laisser l'Ukrainien prendre le large, sinon il ne le reverra plus. Et c'est dur pour Park. Patiemment, il construit sa touche. Et c'est dur parce qu'il sait que Nikishin peut... Il fait des attaques, mais elles sont pas à fond. Il veut faire partir l'Ukrainien pour le toucher, comme ici. C'est très bien fait. Ouais, c'est bien fait parce qu'il a été patient. Hein. Il a été patient, le Coréen. Fausses attaques. Puis un moment pour déclencher une action et prendre une parade. Il a l'obligation, Park, de prendre une parade pour espérer toucher seul. Oui, dommage. Ah, c'est dommage. Sur la remise en garde. C'est dommage, c'est bien senti de Park. Là, il pensait allumer seul. Et là encore, la longe de Nikishin fait qu'il arrive à raccrocher la double. Mais il était vraiment surpris, l'Ukrainien. Hein. 2 touches de retard. Ça se remonte pour Kyungdo Park. Et encore une fois, la réussite de l'Ukrainien. Il accroche la double, hein, l'Ukrainien. C'est Park qui fait tout le jeu. Il a une telle allonge aussi que... L'effort déployé de chaque côté est quand même pas le même. Nerveusement, c'est très dur là pour Park. Il doit être vraiment dans le bon tempo, la bonne distance pour espérer toucher seul. Nikishin peut se permettre d'être en retard ou trop en avance. Il sait qu'il peut raccrocher une touche double. Et coup double, ça fait évidemment les affaires. Hein. L'arrêt du Coréen, une touche chacun. Toujours 2 touches d'écart, 11-9. Il reste 20 secondes dans le deuxième tiers-temps. Alors. Voilà, fin de ce deuxième tiers-temps. Et le problème reste entier pour Kyungdo Park. Comment tromper la vigilance de Bogdan Nikishin, qui est plus grand que lui et qui n'est pas un mauvais technicien, loin de là. Donc il faut construire, prendre son temps patiemment et provoquer. Pressing offensif, il faut pousser Nikishin dans son mètre, là, la dernière partie en bleu de la piste. Il faut l'obliger à mettre un pied derrière la piste. Ça va lui mettre la pression et le stress, et Nikishin va réagir. Ça va être un instinct de survie. Nikishin va devoir un moment attaquer, mais c'est pas Nikishin qui décidera d'attaquer, c'est vraiment Park qui le fera déclencher. Et dans ce cas-là, Park peut se permettre de faire une parade et une riposte et d'allumer seul. Donc voilà, ça passe par un travail vers l'avant qui est très difficile à mettre en place, parce qu'avant d'acculer Nikishin au fond de sa piste, il peut se passer encore plein de choses. Et on a vu quand Park est créatif, lance des attaques en se lançant, il touche, mais Nikishin touche aussi. Et à 2 touches d'écart, c'est vite plié avec les coups doubles pour arriver à 15. Et ce manège reprend. Park qui presse, qui veut faire partir Nikishin. C'est un petit peu on tente de faire craquer son adversaire. Ouais, là, il augmente énormément le rythme. Il va devoir faire quelque chose. Et la parade riposte qui touche de l'Ukrainien. Et c'est serein de la part. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est serein parce que Nikishin il bouge pas là. Voilà. Il reste dans son rythme. C'est bien fait, vous avez vu? Une belle parade, de prime, ce qu'on appelle prime. Derrière la tête. C'est un peu de l'escrime artistique même, ce type de parade. Ouais, là par contre, il a pris un risque un petit peu démesuré. La puissance de Nikishin là. Il s'est retrouvé en déséquilibre à longueur d'arme de Nikishin, qui en a profité. 13-9. Et la parade riposte, elle n'a pas touché Nikishin.
Oh là là, Voilà. arrêté net sur son action. Park, là on le voit, il se lance, il tourne 2 fois la main en préparation. Et Nikishin, allongement du bras, il prend même la coquille dans le masque. Nikishin qui est déjà sur son adversaire alors que l'autre est encore en train de faire sa feinte et de tenter de prendre le fer qu'il n'a pas trouvé d'ailleurs. 14-9, touche de match pour Bogdan Nikishin qui se qualifie. J'allais vous dire facilement, c'était pas aussi facile que ça, mais à la fin de l'envoi, il touche et se qualifie pour la finale où il affrontera dans quelques minutes Nikolai Novojolov, l'Estonien. Estonie-Ukraine, une rencontre entre le numéro 2 et le numéro 4 mondial. On ne pouvait difficilement rêver mieux aujourd'hui pour cette épreuve de Coupe du Monde à Paris dont vous découvrez le tableau. Vous le voyez, dernier représentant français en 8e de finale, Daniel Gérand, éliminé par le néerlandais Bas Vermeulen. 15 touches à 14. Voilà, on va marquer une petite pause et se retrouver ici dans quelques minutes au stade Pierre de Coubertin pour poursuivre cette finale, la finale de cette épreuve de Coupe du Monde d'épée masculine, 6e épreuve de la saison entre Novojolov et Nikishin. Ça va être une grande finale. À tout de suite. Voilà, on se retrouve ici au stade Pierre de Coubertin à Paris pour suivre dans quelques minutes la finale de la 6e épreuve de Coupe du Monde d'épée masculine de la saison, le challenge SNCF réseau final qui opposera l'Ukrainien Bogdan Nikishin, c'est le 2e tireur au classement mondial, à l'Estonien Nikolai Novojolov, 4e au classement mondial. Une finale d'hommes expérimentés, Brice Guyard. Ils ont 37 ans, j'ai envie de vous dire. En épée, la valeur n'attend pas le nombre des années. Parce que franchement, 37 ans, c'est quand même l'expérience qui parle. Ouais, à ce niveau de compétition, ça demande d'aller puiser quand même pas mal de force. Mais on le voit dans leur escrime, vous allez l'apprécier en finale. Ils ne tirent pas à l'économie, mais tout ce qui est fait justement et pour toucher et c'est construit. Donc il n'y a pas de perte d'énergie ni d'émotion. C'est de la très belle escrime, c'est du très haut niveau. Ils savent tout faire, attaquer, défendre. On va se régaler. J'ai hâte de les découvrir. Et des beaux bébés parce qu'ils culminent tous les deux à 1m90 et quelques dizaines de kilos, beaucoup de muscles, une escrime quand même puissante. À l'épée peut-être encore plus que dans les autres armes. Il faut avoir un bon gabarit pour s'imposer. Clairement, la tendance à l'épée, c'est quand même ce type de grand gabarit. On n'oublie pas que l'épée, c'est réussir à toucher sans se faire toucher. C'est pas une arme de convention, une priorité comme le fleuret ou le sabre où il faut être du coup peut-être plus mobile. Il y a plus d'aller-retour sur la piste. Voilà, là c'est un travail de longue haleine, de résistance, de puissance et surtout dans la tronche. Brice, pendant que vous entendez le public de Coubertin se réveiller, un mot sur les Français. C'est vrai qu'on les attendait comme ici chaque année à Coubertin. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui se passe dans l'épée masculine française? Ce qui se passe, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que c'est une sale journée. Et c'est une mauvaise saison. Clairement, nos Français, on a l'habitude de les voir se battre à base de podium. Mauvaise saison, Yannick Borel éliminé dès les 32e. Daniel Gérand, le meilleur Français, lui perd en 8e de finale, certes à la mort subite, mais quand même. Là, c'est difficile parce que ce soit Yannick Borel ou Daniel Gérand, les deux cadres de l'équipe, ils n'ont fait pour l'instant cette saison qu'un seul podium chacun. Et c'était un podium en Coupe du Monde, mais non sélectif pour les Français. Habituellement, les Français se battent pour être en équipe de France à base de plusieurs podiums et de victoires. Là, c'est petite sonnette d'alarme. Alors là, les Français, vous les découvrez en fait à l'écran, car ils auraient préféré participer à la finale. Ils sont quand même récompensés pour leur saison l'an passé. On le rappelle, ils sont quand même champions olympiques en titre, champions du monde l'an passé. Bravo à eux. Champions du monde,
ils ont gagné la Coupe du Monde par équipe. Donc c'est le classement au total à la fin de l'année en 2017. Et Yannick Borel, en individuel, a gagné la Coupe du Monde sur toutes les épreuves, sur les 8 épreuves de Coupe du Monde, il l'a gagné en 2017. À leur côté, l'équipe de France d'épée féminine. Ouais, une superbe équipe qui a été championne d'Europe en 2017, qui progresse à l'image de Laurence Épée, Lorraine Ramby, Coralie Vitalis aussi. Il en manque une qui n'est pas là ce soir avec nous, c'est Oriane Malo, mais voilà, ça c'est une team qui progresse, qui gagne en expérience et qui peut aller chercher des titres en grand championnat. Et pour les récompenser, naturellement, Laura Flessel, ministre des Sports, champion olympique, double championne olympique en 1996 à Atlanta, médaillée olympique également en 2000 ainsi qu'en 2004. Laura Flessel a certainement donné envie à ses champions lorsqu'elle tirait d'aller plus loin, de briller, de s'entraîner, de gagner. Et donc c'est elle qui vient les féliciter pour leur belle saison l'an passé. Et puis des médailles à l'escrime aux Jeux Olympiques, il y en aura d'autres, mais on ne va pas s'inquiéter. C'est le premier sport pourvoyeur de médailles olympiques en France. Donc c'est pas par hasard, même si aujourd'hui ils n'ont pas gagné, on ne peut pas gagner tous les jours. Mais ils sont récompensés quand même par Laura Flessel et par la présidente de la Fédération française d'escrime, Isabelle Lamour, ancienne grande championne également de fleuret. Et Nathanaël, des médailles, il faudra qu'il y en ait d'autres de toute façon, parce que pour remplir l'objectif de la ministre des Sports Laura Flessel, en tout cas en 2024, l'objectif c'est de faire 2 fois plus de médailles qu'à Rio en 2016, soit près de 80 médailles. Et donc là, l'escrime, il va falloir qu'on soit un large contributeur de cette ambition. Oui, il va falloir se qualifier déjà. On en parle quand même, Brice, c'est important. Cette compétition, les Coupes du Monde, ça sert aux nations dans chaque arme pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Est-ce que cette épreuve de Coupe du Monde, ratée un petit peu par les Français, peut avoir des conséquences sur la qualification aux Jeux Olympiques? Alors, ça n'a pas de conséquences directes pour les Français, sauf que les qualifications officielles vont commencer en mars 2019 pendant 1 an. Et l'idée, que ce soit en individuel ou par équipe, c'est de réussir à se positionner avant le début de ces qualifs, plutôt en tête de série, que ce soit en individuel ou par équipe, pour ne pas avoir des matchs trop difficiles d'entrée de jeu et commencer à marquer des points dès l'ouverture des qualifications. Alors donc, ça veut dire quoi? Il ne faut pas perdre là, il ne faut pas baisser. C'est pas grave, mais ça sert quand même de signal d'alarme. Faut faire gaffe, faut pas s'endormir. C'est pas parce qu'on est champion en titre qu'on est forcément toujours les meilleurs. Alors, clairement, moi, en tout cas dans l'escrime proposé aujourd'hui, j'ai vu des tireurs français qui hésitaient un petit peu. Daniel Gérand a proposé plus de choses, il s'est fait piéger à la mort subite sur le Hollandais qu'on a vu, Vervinen qu'on a découvert tout à l'heure. Mais voilà, là l'effort, il faut se remettre au travail individuellement, par équipe. Il faut aller faire des compétitions, il faut aller se confronter aux meilleurs et il faut être dans le combat. Voilà, Isabelle Lamour, présidente de la Fédération française d'escrime, Laura Flessel, ministre des Sports, l'équipe de France d'épée masculine, l'équipe de France d'épée féminine. Regardez leur visage, hein. Vous les retrouverez très certainement dans 2 ans à Tokyo aux Jeux Olympiques. Et nous, en attendant, on va s'intéresser à cette finale de l'épreuve parisienne de Coupe du Monde d'épée masculine. Les 2 finalistes de cette compétition, les voici. Premier qualifié pour cette finale. Champion du monde individuel 2010, champion du monde individuel 2013 et finaliste du challenge. Double champion du monde à l'épée masculine. L'Estonien Nikolai Novojolov, numéro 4 mondial. Opposé au numéro 2 de la FIE, champion du monde par équipe 2015, 3e au championnat d'Europe 2017. Face à lui, un tireur qui n'a pas de grande victoire individuelle, mais qui est toujours présent. Le numéro 2 mondial,
Bogdan Nikishin, l'Ukrainien. Effectivement, un Nikishin qui a une seule médaille en grand championnat, en championnat d'Europe. C'est une médaille de bronze, c'était en 2016, mais jamais de résultats significatifs en championnat du monde. Mais ça va être une belle finale là, c'est deux grands gabarits. Novojolov un peu plus joueur et créatif que Nikishin, vous le verrez, plus porté vers l'offensive. 37 ans chacun, ça veut dire que ils sont de la même année, ils ont 6 jours d'écart, ils se connaissent à mon avis depuis qu'ils sont cadets. Donc ça fait plus de 20 ans qu'ils tirent l'un contre l'autre. Ah, ils ont dû s'affronter un paquet de fois. Finale en direct sur France O. Messieurs, bon match. Voilà, en piste pour cette finale du challenge SNCF Réseau. Pour Nikishin, afin de vivre à 100% cette finale, grande finale du challenge SNCF Réseau. À gauche, l'Ukrainien Novojolov. Pardon, Novojolov est à droite. L'Estonien Novojolov est à droite. Et l'Ukrainien Nikishin est à gauche. Et Coubertin, hein, ici encore à Coubertin, c'est le traditionnel temple en tout cas des épreuves d'escrime au fleuret et à l'épée dans l'année. Et Coubertin qui servira évidemment de temple pour Paris 2024 dans quelques années. Ça accueillera les épreuves de basketball notamment. Peut-être d'autres, tout cela est en train de se préciser, mais en tout cas c'est... Et l'escrime, ça sera au Grand Palais. Ah, on est chez nous au Grand Palais. On les a investis en 2010, on ne veut plus les quitter pour les grands championnats. Et c'est parti pour cette finale. 3 tiers-temps. Le premier à 15 touches remporte la compétition. À l'attaque de Novojolov. Ah, il s'est arrêté, j'ai pas compris. Nikishin, lui, en a profité pour marquer la première touche. Il passe tout le temps. Allez, comme à son habitude, hein, évidemment, Novojolov plutôt offensif, l'Estonien à droite hein, qui met la pression sur l'Ukrainien. Il cherche à la fois à attaquer ou à le faire déclencher. C'est double. Oh, belle attaque là, lancée de Nikishin qui a surpris Novojolov en descendant au dernier moment au pied. C'était difficile à voir venir. C'est parti de loin. Et Novojolov là qui est plutôt gêné. Il n'a pas la longe suffisante comme il a pu l'avoir sur ses précédentes rencontres. Deux grands gabarits. 1m95 à minima, tout en conservant beaucoup de force. Elle est bien faite celle-là.
Là, il s'est bien appuyé sur le fer, sur la lame de son adversaire, pour ensuite allonger son bras. C'est Novogolov qui l'a en tout cas remporté à chaque fois sur les 3 dernières rencontres. Mais les rencontres officielles, ça date un petit peu. C'était 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a cru qu'il avait touché Bogdan Nikishin. Il dit « je ne comprends pas ». Et vous l'avez vu faire un geste à l'arbitre. Il demande l'arbitrage vidéo. On va voir le ralenti. Oh, ça n'a pas l'air... Pas de problème. En tout cas, la touche de Novogolov, on la voit. C'est pas celle-là, c'est celle d'après. Quand il remonte au corps, on le voit toucher. Mais Nikishin ne touche pas, tout simplement. Allez. Allez, Novogolov, on sent l'Estonien à droite, hein, qui aimerait bien que Nikishin s'engage un peu et vienne l'attaquer. Mais comme à chaque match, l'Estonien, vu qu'il sait tout faire et que tout le monde connaît sa qualité, il le laisse prendre les risques. C'est ce qui se passe aussi souvent avec les Français, Nathanaël. Les Français, on les connaît pour avoir un jeu complet, à la fois offensif et souvent contre les étrangers. On laisse les Français faire en premier, prendre les risques. Et Nikishin qui trouve de très très belles cibles là. Notamment en partie basse dans les jambes. Allez, 4-3, fin du premier tiers-temps. Une finale pour l'instant un peu timide. Hein. Ils n'osent pas franchement y aller. Je pense qu'ils se connaissent tellement que... Ils ne doivent pas trop savoir quoi faire presque hein, pour surprendre l'adversaire. Il faudrait que, en tout cas, l'Estonien Novogolov trouve un petit peu plus d'options et de possibilités vers l'avant. En tout cas, c'est des scrims très sobres et même dans le comportement. Hein, c'est deux tireurs qui se respectent beaucoup, qui se connaissent bien, qui probablement s'entraînent régulièrement ensemble pour renforcer l'opposition. Souvent, les pays de l'Est arrivent à se regrouper, faire des stages entre eux. Allez, Novogolov pressing encore. Ah, il était pas loin celle-là, il parvient quand même. Ça paye. On a vu A Nikishin. touché Nikishin. Nikishin était peut-être plus concentré à garder son pied sur la piste. Vous le voyez, son pied avant, parce que s'il sort de la piste, il aurait été pénalisé d'une touche. Et il en a oublié de défendre la dernière C'est un peu attaque. la même situation que face à Park en demi-finale. Sauf que là, il n'a pas un tireur d'1m80, il a un tireur d'1m92. Nettement plus menaçant avec son allonge. A bien fait cette attaque de Novogolov à la cuisse. C'est amusant parce qu'ils se rendent un petit peu coup pour coup. Nikishin lui a fait la même tout à l'heure. Des feintes comme ça, de ce qu'on appelle couper-couper. De haut en bas et pour finir ensuite en cible basse aux jambes. C'est exactement ce que vient de faire Novogolov. Allez, 5-4. On va pas y retourner quand même, Novogolov. Il faut le laisser, Nikishin. Il n'a pas attaqué encore une seule fois, Nikishin. Il faudrait le laisser faire. Voilà, moins de pressing en tout cas normalement là, de la part de Novogolov. Il a une touche d'avance, donc il a plus besoin de se mettre autant en difficulté. Et voyons voir un peu comment Nikishin prépare ou développe une phase offensive pour déclencher une action.
c'est plus fort que lui, Novojolov. C'est un tireur qui a besoin d'être au contact, qui a besoin d'être dans la distance de son adversaire, de sentir qu'il y a des possibilités. Il n'aime pas rester attentiste. Il est peut-être pressé de gagner, tout simplement. En tout cas, là, il presse. Waouh, waouh, Il surprend son adversaire encore une fois. Il a 6-4. pas bougé, Nikishin, il ne l'a pas vu venir. Elle est très bien amenée hein, sur les jambes, c'est une belle préparation. C'était bien masqué et là ça part mais à une vitesse. Hop, de pied ferme. Marche et fente. Une grosse allonge. Il a cherché la parade, Novojolov, mais c'était trop tard, il était déjà touché par Nikishin. Regardez, on voit, il essaye d'écarter la lame de son adversaire, mais il est déjà touché. Et une première belle attaque de l'Ukrainien. Nikishin, là, il a montré qu'il savait déclencher une action simple et offensive. Ah, c'est bien fait, ça aussi. Novojolov qui prend le fer de Nikishin et qu'il touche au corps. Il a tenté d'aller au pied, un peu court. 50 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Il a parade, mais pas de riposte. Si, 7-6. C'est la troisième attaque comme ça, en à la dégagement, fente, hein, à la puissance. En vite, sur un rythme vraiment vite. Mais une pointe qui continue d'avancer, de s'allonger. Nikishin doit réagir là, il doit attaquer. Il a tenté là encore en cible basse. Allez, pression cette fois de l'Ukrainien. Attention, ça peut partir. 10 secondes. Voilà, ça part du côté de Novojolov, on le sentait. Il y avait des mouvements d'avant, arrière pour sentir le bon tempo. Au moment où Nikishin veut déclencher son attaque, Novojolov avance sur lui et le laisse sur place presque. Il est bloqué sur sa marche de préparation, Nikishin. La marche qu'il fait pour lancer son attaque. Il est pris à ce moment-là à contre-pied en fait. Et ça fait 9-6, 3 touches d'avance. Novojolov qui a l'habitude des grands rendez-vous individuels, des grandes finales. Il en a déjà gagné. Alors que Nikishin, lui, a toujours eu du mal à conclure. Et là, Novojolov, il est sur la dernière étape. Il est sur une série impressionnante. Il monte à chaque fois sur les podiums en Coupe du Monde ou alors il gagne. Je pense que Novojolov, on va le revoir très vite à la première place mondiale, notamment s'il confirme cette année sur des championnats d'Europe et championnats du monde. Parce qu'évidemment, sur ces championnats-là, on marque plus de points au classement mondial que sur une épreuve de Coupe du Monde. Aussi importante soit-elle, comme celle-ci à Paris, le challenge SNCF Réseau, que Nikolai Novojolov est en train de remporter. Il a 3 longueurs d'avance sur Nikishin. Toujours les touches en partie basse, c'est quand même sous la ceinture, mais Nikishin affectionne plutôt la jambe avant, soit le haut de la cuisse, soit complètement au pied. C'est des cibles difficiles à défendre quand on est grand, les cibles basses. Oh, ça part de loin. Très très loin, un petit peu. Oh là oui, un petit peu au petit bonheur de la chance là, Nikishin, mais je pense que ça a tellement surpris Novojolov. Il a reculé, il n'a pas su quoi faire s'il devait parer. Il a même cherché une parade. Bien faite, j'allais vous dire bien faite de la part de Novojolov. Mais il se fait surprendre encore une fois dans une cible basse. Regardez, ils sont presque au corps à corps. Et Nikishin écarte la lame de son adversaire et porte une touche aux jambes.
Il est sorti de son match là, Novojolov. À chaque fois il est touché, il est un peu debout sur les jambes. Il faut qu'il revienne. C'est à lui de réimposer un peu de rythme là sur la piste. C'est en finale. Hein. On garde. Ah, il doit s'en vouloir. Là, c'est 3 touches de suite en Cadeau, très peu de cadeau. temps. Cadeau. Ah oui, c'est cadeau. Voilà, Allez, déjà, il va se ressaisir, Novojolov. déjà c'est une attitude plus conquérante là pour Novojolov. Elle Voilà. a bien fait l'attaque composée de Novojolov. D'accord, l'adversaire touche aussi, mais dans l'esprit, c'est lui qui avait raison. Parade riposte. Là encore une fois, c'était bien fait de la part de Novojolov. 11 points. Ouais, c'est lui qui avait l'ascendant là. C'est lui qui avait fait l'effort de parer, de riposter. Nikishin, avec son allonge, s'en sort bien et raccroche la double. Voilà, mais là, c'est pas le même Novojolov. Voilà, là, clairement, ça n'a rien à voir. Il va aller la chercher, cette victoire, l'Estonien. Le bras solide là, il est resté dans sa position de sixte, c'est-à-dire là-bas, la main bien à droite. S'il vous plaît, on garde. Il n'y a rien qui bouge, il reste en ligne. Voilà. Alors qu'on voit l'alarme de son adversaire s'écarter sous la pression. Ouais, Là c'était même, précipité. Allez, c'est tenté, pourquoi pas. Garde, monsieur. On aurait dit une touche de sabre. Après, elle est simultanée. C'est un peu double encore. 13, 10. Ah, Novojolov, il va continuer comme ça. Il est meilleur quand il impose, quand il met le rythme. Voilà. Du rythme. Voilà. elle est bien faite celle-là. Et elle est importante. 14 à 12. Allez, encore continuer ce rythme pour Novojolov. S'il se Double repose touche de trop, match. voilà. Tactiquement, on voit là, c'est fort dans la tête. Il n'attend pas un cadeau pour mettre la dernière. Il va aller la chercher. Il va provoquer l'Ukrainien. Et il doit allumer l'Ukrainien seul. Sinon, c'est Novojolov qui remporte cette compétition. Voilà, c'est fait. La touche double. Victoire de Novojolov ici à Paris. Eh ben, une belle victoire pour Novojolov qui va avoir le plaisir d'avoir son portrait désormais d'affiché dans l'enceinte de Coubertin pendant encore quelques années en tant que vainqueur. Nikolai Novojolov qui s'impose ici au Challenge SNCF Réseau. 15 touches à 13 sur Bogdan Nikishin, l'Ukrainien. Il était déjà champion du monde. Il remporte ici ce challenge au beau milieu d'une Olympiade. C'est quand même un message fort envoyé aux adversaires. Ah ben surtout à 37 ans, les deux finalistes, là, c'est les vieux du circuit. Ils disent attendez, nous on ne savait pas encore si on se projetait sur Tokyo en 2020. Là je pense que c'est clair. Hein. Tokyo 2020, c'est dans la perspective de ces deux tireurs-là. Ils auront 39 ans, même plus que ça, ils auront 40 ans. Ils auront 40 ans les deux à Tokyo en 2020. On peut les retrouver, c'est digne d'une finale olympique. Quand on voit aux Jeux Olympiques de Rio à 45 ans, bon, il a manqué un petit peu de lucidité et de réussite. Mais le tireur bulgare, hongrois, qui menait, combien il menait 14-9 14-10 ou 10 hein, sur Parc. Sur Parc. Bon, il perd 15-14, d'accord. Mais bon, à ce niveau-là, il a quand même été très longtemps champion olympique, hein, jusqu'à ce qu'il ne mette pas la dernière touche, évidemment. Je ne connaissais pas cette notion. J'ai été champion olympique. Très longtemps, oui, c'est moi qui l'ai inventé. Oui. Ça s'est arrêté à la 15e pour l'autre. Un petit mot sur les Français, Brice. Donc une déception. Le meilleur d'entre eux, Daniel Gérand, perd en 8e de finale. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui, c'est grave. Ça pourrait être plus grave, mais il faut pas penser que demain sera un autre jour. Au contraire, parce que là, il y a un signal fort. Pour la première fois, l'entraîneur et sélectionneur national Sébastien Barois va faire son équipe en sélectionnant des tireurs
Alors moins mauvaise place. Habituellement, les tireurs français, ils montent plusieurs fois sur les podiums de Coupe du Monde, ils gagnent des épreuves de Coupe du Monde et c'est à celui finalement qui fait le moins de podiums qui n'est pas dans l'équipe. Là, c'est simple, Yannick Borel, Daniel Géant, ils ont fait un podium chacun, sauf que c'était sur une épreuve non sélective. Après, il y a deux jeunes, Alex Fava, là, Jonathan Bonner, qui eux sont montés sur le podium en Grand Prix sur une épreuve sélective. Donc ça va être un choix difficile là, pour l'entraîneur et sélectionneur Sébastien Barrois pour composer son équipe. Alors un mot peut-être des autres armes, parce que vous étiez fleurettiste, vous avez quand même le nez encore très présent dans la situation d'équipe de France, des équipes de France de fleuret, puisque votre sœur Astrid est en équipe de France de fleuret féminin. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des résultats, est-ce qu'il y a un optimisme par rapport au jeu de Tokyo, Brice? En tout cas pour le fleuret féminin, Astrid est de retour à la compétition après une longue pause pour se consacrer à son travail. Elle revient à fond pour Tokyo 2020 et par équipe au fleuret dames, elles arrivent à se positionner à chaque fois sur les demi-finales. Pourquoi pas espérer, en tout cas pour Tokyo 2020 par équipe, une médaille, ce serait vraiment top pour cette équipe au fleuret femmes. Côté hommes au fleuret, et bien justement il y a un jeune qui vient de pointer le bout de son nez, puisque Maxime Poty, avec qui je me suis entraîné longtemps à l'INSEP, qui était tout jeune, et bien vient de gagner une épreuve de Coupe du Monde, un Grand Prix à Saint-Pétersbourg. C'était la semaine dernière, en battant notamment un Italien que vous connaissez, Nathanaël, Andrea Cassara, qui est toujours là. Il est toujours là. Et il était mené. Il a failli devenir champion olympique en 2004, Cassara. Ah, il a failli. Oui, il a cru qu'il y était pendant 4 touches, c'est ça. Et bel exploit de Maxime Poty justement sur cette épreuve. Et puis on a toujours Erwan Lepéchou au fleuret homme, qui est un cadre de cette équipe, qui est toujours là. Et Erwan, bien sûr, qui va continuer. Et il est très important dans cette équipe pour les emmener à Tokyo chercher une autre médaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne s'inquiète pas pour l'escrime française. Tout va bien, même si là, ok, c'était pas leur journée, mais tout va bien et l'escrime française reste et restera à Tokyo un gros pourvoyeur de médailles. Ah oui, j'en suis certain. On était à 3 médailles à Rio en 2016, 3 médailles, mais avec 2 quatrièmes places. Là, clairement, il faut encore et continuer à viser 5 médailles à Tokyo. Ça n'engage que moi, mais il y a le potentiel. J'ai pas parlé du sabre. Et les sabreuses, elles sont très fortes, emmenées par Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lembard. C'est bien connecté, c'est bien synchronisé, tout ça par équipe. Ça fait des médailles individuelles et par équipe. Et au sabre homme aussi, ça revient bien. Vincent Honstedt, qui est dans le top 16 mondial. Boladé Apiti, longtemps dans une traversée du désert, qui commence à pointer le bout de son nez, à faire des résultats. Il y a du potentiel. Et dans quelques armes, il y a des jeunes qui montent. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Alors que se prépare le podium pour le podium protocolaire, la cérémonie protocolaire de ce challenge SNCF Réseau. Épreuve, 6e épreuve de Coupe du Monde de la saison. Celle de Paris, c'est important. C'est l'avant-dernière, il en reste une d'ici quelques semaines, moins d'un mois. En tout cas pour l'épée, ce sera en Colombie. C'était Bogota l'an dernier, ce sera Cali, il me semble. Ce qui représente 58 nations sur le plateau ici. Et c'est pas fini le challenge SNCF Réseau, puisque ça continue demain, alors pas en individuel mais par équipe. Oui, vous pouvez venir bien sûr, au contraire. Alors si vous venez, c'est dès le départ. La France, elle tire à 8h et ce sera face à la Belgique ou le Vietnam en tableau de 32. Mais c'est 8h pour encourager les Français piste rouge. Allez, vous pouvez venir un petit peu plus tard, parce que je pense que les Français devront atteindre les demi-finales, voire la finale. Mais donc si vous voulez découvrir l'escrime demain ici au stade Pierre de Coubertin, n'hésitez pas. La compétition par équipe avec l'équipe de France, championne olympique, championne du monde. Et il y aura du beau spectacle à n'en pas douter. D'autant qu'ils ont une petite revanche à prendre, on va pas se mentir. Quand on ne dépasse pas les 8e de finale, dans l'épreuve individuelle à Paris, on se doit
d'être au moins sur le podium dans l'épreuve par équipe. Et regardez, on va vous faire une petite surprise avec la présence, voilà, à nos côtés d'un des escrimeurs de l'équipe de France. Voilà. Tiens, regarde. Tu peux même regarder. Vas-y, retourne-toi, regarde, voilà. Ah mais t'es beaucoup plus grand que nous en fait. Voilà, alors, bon, c'est un petit peu improvisé, mais c'est toujours un plaisir de recevoir un épéiste français talentueux, même si bon, c'était pas forcément la meilleure journée de votre carrière. Non ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? La motivation, elle était là, mais les sensations sur la piste n'étaient pas vraiment là, donc bon, ça arrive, et j'ai essayé de tenir le fil du match jusqu'à 14. Vous perdez d'un rien, c'est aussi ça l'escrime, ça peut basculer d'une touche. Bien sûr, ça peut basculer d'une touche. L'an dernier, en tableau de 32, je m'impose pareil 15-14. 14 égales en tableau de 32, donc ça me permet derrière d'accéder à la finale. Bon, oui, je t'apprends rien. Voilà, c'est des petites touches qui des fois font la différence, qui te permettent de rentrer dans ta compète. Et là, c'était pas le cas. Alors, vous étiez quand même attendu aujourd'hui. Je vais pas dire que les espoirs français ne reposaient essentiellement sur vous, mais on avait fait de vous un petit peu un des favoris. Donc demain, il y a une compétition par équipe. Là, il y a tout à donner là. Bien sûr, là on a hâte de pouvoir aussi montrer que c'est pas que ça. On vaut mieux que ça. Donc demain on va tout donner et puis on est une équipe solidaire. Donc je pense que même s'il y en a un qui est un peu moins bien, il y aura toujours un autre pour l'épauler derrière. On l'a fait tout au long de la saison et on est sur une pente ascendante. On finit par une victoire il y a 2 mois à Vancouver, donc on a des automatismes qui sont mis en place tout au long de la saison et qu'on va essayer de finaliser ici. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les vestiaires tout à l'heure après la dernière élimination française? Comment ça se passe? Il y a quand même un collectif, même si c'est un sport individuel, et vous dites quoi? Vous dites putain merde, c'est pas bon là ce qu'on a fait? Non, on n'a pas vraiment le temps de se morfondre en fait. Demain, on a un objectif. Actuellement, on est numéro 2 mondial. On aimerait bien passer premier devant la Corée. Donc on a pour ça Paris demain. Et on a les championnats d'Europe pour faire la différence et arriver au championnat du monde numéro 1 mondial. C'est important d'avoir ce statut et derrière de rentrer dans la compétition avec ce statut. Donc voilà, on s'est dit qu'on faisait ce qu'on savait faire et qu'on allait aller à fond demain. Quand vous voyez Novojolov sur la première marche du podium, il n'y est pas encore, hein, il va arriver. Il a 37 ans, ça vous inspire quoi? Ça vous... Que tu es encore jeune. Très jeune. Ouais, j'ai bientôt 30 ans, j'espère que Novojolov, double champion du monde, il gagne le mondial pour la première fois, enfin le SNCF Réseau pour la première fois. Ça montre que des fois il faut être patient. Je crois que l'an dernier il n'était pas du tout dans le top, même dans le top 16. Voilà, d'une saison à l'autre on peut tout changer. Puis on a bien compris avec Brice que la compétition, la saison qu'il faut vraiment réussir, c'est celle qui arrive, la prochaine, pour être dans les meilleures conditions pour les Jeux Olympiques de Tokyo. On vous attend, vous nous avez donné énormément envie il y a 2 ans à Rio. Vous nous avez fait énormément plaisir en remportant le titre par équipe. Et ben on a envie de voir ce que ça donne un Borel sur la plus haute marche du podium par exemple, ou en tout cas sur le podium, ça serait déjà quelque chose de super chouette. Merci en tout cas d'être venu nous voir, de nous avoir donné quelques nouvelles rassurantes de l'épée masculine française. On n'était pas non plus très inquiets, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant, même si aujourd'hui on a eu de beaux combats et un beau vainqueur, Novojolov,
qui a 37 ans, remporte pour la première fois l'ex-Mona, le challenge SNCF Réseau. Et voilà, et c'est ce podium que vous découvrez maintenant sur la 3e marche. Bas Vermeulen, je ne vais jamais arriver à prononcer son nom. Vermeulen, ouais, mais au Scrabble, si tu le mets, tu gagnes 30 points. 6 fois champion du monde par équipe, champion d'Europe 2010. Le plus jeune Sur la, sur le podium, sur la 2e marche, le plus jeune, il a 34 ans. ouais, c'est ça. Le plus jeune, il a 34 ans. C'est Park Eun-do. Park. C'est Park, ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment une arme de maturité, on le disait tout à l'heure, l'épée. Et on voit qu'on peut être duré dans le temps. C'est pour ça qu'à 30 ans, il y a de la marche encore. Il y a encore un peu de marge. Voilà. C'est un beau Et podium. C'est un beau c'est podium. sur ces images du podium ici du challenge SNCF Réseau et le sourire de Park que nous allons vous remercier, vous, de nous avoir suivis cet après-midi sur France O. Vous avez rendez-vous maintenant avec l'info du soir. Très bonne journée, vive l'escrime et à très bientôt sur France O et sur les antennes de France Télévisions.